Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais parler des effets de différents regards sur le changement de genre des personnes, un peu parler du combat que c'est pour une personne trans de changer de sexe et de genre, et vous parler un petit peu de tous les enjeux qu'il y avait autour de ça. Alors comme je le disais dans ma dernière vidéo, pas celle qui parlait de mon alto, mais celle d'encore avant, la question du sexe et du genre, c'est un enjeu qui paraît être un enjeu de société actuelle parce qu'on en parle beaucoup, il y a énormément d'articles, de thèmes d'actualité qui abordent ces questions-là. Il y a une émission il n'y a pas très longtemps sur M6, voilà, c'est un peu un truc dont on aime bien parler et qui donne l'impression que c'est un effet de mode. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, pour moi c'est pas du tout quelque chose d'ultra moderne comme on voudrait le faire penser. Et aujourd'hui j'aimerais bien qu'on parle un peu du parcours que les personnes trans ont à accomplir pour changer de genre, parce qu'en fait il y a un petit peu une idée préconçue comme quoi c'est hyper facile, que on peut changer de genre comme ça en claquant des doigts, alors que en fait pas du tout. Alors la réponse qu'on accorde aujourd'hui aux personnes trans qui souhaitent changer leur identité, ça dose pas forcément que à ce qu'eux ils peuvent demander, et il y a une espèce de savoir autour de ça. Et en fait les médecins, les juristes, les psychologues, psychiatres, endocrinologues, toutes ces personnes qui sont confrontées à ces questions-là, elles disent qu'il doit y avoir une éthique autour de ces questions-là. Donc ça, on est d'accord, parce qu'en fait, malheureusement, les opérations, elles induisent une espèce d'irréversibilité, et donc pas de retour en arrière possible. Donc en fait, les médecins, juristes et tout ce monde-là, ils veulent être sûrs, et surtout ils veulent que la personne qu'ils ont face à eux soit sûre d'elle. Donc c'est un petit peu ce qui est demandé. Le fait que la chirurgie, ça introduise quelque chose qui est définitif, ça peut un petit peu les inquiéter. Les juristes, eux aussi, ils peuvent parler de ça en termes de mutilation, quand même, c'est pas rien. Et les psychologues et psychiatres, eux, ils peuvent parler de psychose quand ils parlent de transsexualisme. Donc, en fait, j'aimerais bien revenir un petit peu sur tous ces regards et essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que ça peut aussi induire des choses chez ces personnes qui veulent tout simplement changer de genre et pouvoir passer d'un sexe à l'autre. Ce qu'on peut entendre dans le discours des personnes trans, c'est un peu ce qu'on peut entendre dans le discours des juristes, des médecins et des psychologues. Donc du coup, moi ça m'a vraiment questionnée. En fait, la grosse question que je vais essayer, qu'on se pose aujourd'hui et qu'on va essayer de réfléchir, c'est est-ce que les personnes, elles disent vraiment ce qu'elles pensent, ou est-ce qu'il n'y a pas un peu des enjeux sociétaux et la question du regard, et leur demande est-ce qu'elle correspond vraiment à ce qu'elles veulent elles, ou est-ce que elles se glissent un peu dans ce discours pour pouvoir être tranquilles et qu'on accepte leur demande. C'est vrai que quand on est face à quelqu'un qui souhaite changer de sexe, on se pose un peu la question de est-ce que c'est bien, pas bien, est-ce que c'est normal, pas normal. Et les médecins et les juristes peuvent essayer de dire ah bah oui, cette personne-là c'est un vrai trans et il faut l'opérer, et cette personne-là non, c'est un faux, comme s'il pouvait y avoir une question de vrai ou de faux qui devient un enjeu ici pour décider si on peut opérer ou non. Je vais vous parler donc des exigences de la médecine, des juristes, et aussi le regard un peu des experts, les psychologues, les endocrinologues, les psychiatres, etc. Qu'est-ce qu'ils peuvent penser des personnes trans, et aussi le regard de la société sur ces personnes-là, qui je pense induit énormément de choses dans leur parcours et qui le facilite pas au final.
En France, le terme de genre, il est dépourvu d'existence juridique. Alors ça, c'est hyper important de comprendre qu'en fait, le genre, il se mêle au parler commun. En fait, dans la loi française, aujourd'hui, on ne parle que de sexe. Donc forcément, la question, elle n'est pas du tout pensée pour les personnes qui ont ce désir et qui sont trans. En fait, le sexe, pour eux, c'est la catégorie basique sociologique. Et du coup, en fait, le genre, c'est la même chose pour le droit positif français. En fait, pour eux, il n'y a que le sexe et c'est une réalité naturelle. Et du coup, ça questionne énormément les juristes. Il y a même Rassat, un juriste, qui dit que, je cite, « La loi n'a pas défini le sexe parce qu'il ne lui appartient pas de le définir. Le sexe est une notion scientifique, aux sciences de dire en quoi elle consiste et au droit d'entériner leur révélation. » Donc en fait, ce qu'il explicite ici, c'est que voilà, eux ils s'appuient sur la science et point barre. Donc effectivement, ça peut être compliqué pour la France de pas être aussi au clair avec les questions de genre au niveau des juges et du droit, parce qu'en fait, en France, il y a eu plein de problèmes, il y a eu plein de punitions de la Cour européenne. Parce que, en fait, au niveau des droits des personnes trans, on n'y était pas du tout, on était hyper en retard. Le premier arrêt en France, il remonte seulement, parce qu'il y en a qui vont dire que c'est loin, mais non, seulement des années 1990. Et cet arrêt-là, il est pas non plus hyper joyeux, parce qu'en fait, cet arrêt stipule qu'il n'y a pas de changement d'état civil possible pour les personnes trans. En fait, l'arrêt, il dit, je cite, « Le transsexualisme, même lorsqu'il est reconnu médicalement, ne peut s'analyser en une véritable demande de changement de sexe. Le transsexuel, bien qu'ayant perdu certains caractères de son sexe d'origine, n'a pas pour autant acquis ceux du sexe opposé. » Vous voyez, là, on en est loin d'accorder un changement d'état civil aux personnes. En fait, en gros, ce qu'il dit cet arrêt, c'est que les personnes peuvent prendre l'apparence de l'autre sexe, mais qu'on ne peut pas effectivement changer de sexe. On peut avoir l'air d'une femme, mais si sur les papiers c'est écrit qu'on est un homme, on restera un homme, selon le droit en 1990. Donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. En 1992, il commence à se passer des choses pour la France parce que y a l'Europe qui s'en mêle et qui explicite qu'en fait on doit pouvoir autoriser ces changements pour le respect de le droit de la vie privée des personnes trans. Donc tout ça repose sur l'article 8 des Conventions des droits de l'homme. Et en fait, du coup, la France, elle est condamnée donc la même année, en 1992, par la Cour européenne, et parce qu'elle a refusé de rectifier l'état civil d'une personne trans, et donc au final, il y a non-respect de la vie privée. Et pour la première fois, toujours la même année, il y a un arrêt qui s'appelle l'arrêt Botella, qui permet à une personne trans de modifier son état civil. Donc grande avancée, enfin. Et ça se poursuit dans le fait que en juillet 1998, une loi établit qu'il y a possibilité de changer de prénom, sous couvert, alors à l'époque, d'une expertise psychologique. Alors ça interroge quand même, pourquoi le juge il a besoin à tout prix de faire une expertise à l'époque. Il faut qu'il vérifie que l'apparence correspond bien à ce que lui il perçoit, et
Et en fait, à l'époque, c'était très très compliqué de changer d'état civil. Bon, ça l'est toujours. Pour le prénom, beaucoup moins. On a juste à passer par des mairies, donc ça c'est super chouette. Mais en tout cas, l'idée, c'est que le changement de prénom, il était possible en 98. Mais voilà, sous couvert d'une expertise, ça durait quand même une longue année, donc très très long. Aujourd'hui, comme je vous le disais, il suffit pour le changement de prénom, pour les personnes, il suffit d'aller en mairie. Alors après, pour ce qui est la question du changement de genre en lui-même, là il faut passer par le tribunal, c'est pas par les mairies, alors que je trouve que les deux devraient se faire en même temps. Et du coup, le changement au tribunal, là c'est un dossier plus complet où il faut encore apporter des témoignages et même si ils demandent pas tant que ça, je pense que si vous prouvez pas qu'il y a un suivi endocrinologue et tout ce qui s'ensuit, ça peut être refusé. Donc ces lois, elles ont un objectif assez clair pour les juristes, c'est d'éviter que les personnes trans elles soient face à des situations d'exclusion. Parce que ça peut être compliqué quand vous allez, montrer votre carte d'identité à la poste pour aller chercher un colis et que c'est écrit un prénom et qu'en fait c'est pas le bon et que ça concorde pas. Ils peuvent se dire attends, il y a un problème sur cette carte, c'est une fausse. Les gens ils pensent pas forcément dans un premier temps à ça et ça peut poser des soucis. Donc l'idée vraiment c'est de faciliter la vie de ces personnes et de permettre à ce qu'il n'y ait plus de problèmes dans leur vie privée. Le but des juges et du droit civil, c'est de vraiment pouvoir changer les papiers d'identité. Et tout comme le juge a la possibilité de changer ça, le médecin, lui, il peut faire tout ce qui est opération, traitements hormonaux. Et eux aussi, ils ont une espèce de pouvoir sur les personnes trans. Et j'aimerais bien qu'on parle de la médecine face aux personnes trans. La première question qui s'est posée face à ces demandes de personnes trans, elle est empruntée à Harry Benjamin, donc je vous renvoie à la précédente vidéo, qui lui pose cette question, je cite, « Si un patient venait et voulait que vous lui enleviez son œil gauche normal ou sa main droite, le feriez-vous » Alors cette question elle semble un peu illogique aujourd'hui parce que on peut pas comparer la demande des personnes trans à juste une amputation alors que certains chirurgiens le pensent toujours comme ça. Je vous parlais de mutilation pour le droit, certains chirurgiens ils pensent encore en ces termes-là. Et là, on parle vraiment d'un désir volontaire et réfléchi du sujet. Si quelqu'un venait et disait je veux qu'on me coupe la main, là on se poserait quand même des questions sur l'état mental. En fait, ce qui questionne, c'est que c'est vraiment des actes sur le corps humain. Et c'est ça qui peut inquiéter et faire peur aux médecins, parce qu'en fait, ce sont des actes définitifs. Et ils sont considérés comme des actes médicaux. Et il faut savoir qu'en France, les interventions chirurgicales, elles sont autorisées et fixées par le Conseil de l'Ordre des médecins. Donc, pour les médecins, ce diagnostic de transsexualisme, parce que eux ils parlent de transsexualisme forcément, il doit être établi avec certitude par un chirurgien, un endocrinologue et un psychiatre avant de commencer le traitement. Il est demandé aux personnes d'attendre 1 an avant la première demande et la prescription de traitement. Donc c'est hyper long quand même, ça se fait pas aussi rapidement. Alors venons-en maintenant aux psychologues et aux psychiatres dans tout ça, parce qu'ils font aussi partie de la démarche. Certains endocrinologues, chirurgiens ou médecins vont demander, voire même exiger de la part des personnes trans d'avoir un suivi avec un psychologue ou un psychiatre. Et ils s'appuient beaucoup sur l'avis pour accéder ou non à la demande.
Et en fait, la vie des psychologues, c'est un peu compliqué en ce moment, je trouve, pas tous, je vous rassure, mais en tout cas, ce qui est écrit de la part de psychologues sur la question des personnes trans, on n'y est pas. C'est empreint de transphobie complète, et je trouve que ça fait peur, et j'aimerais bien aujourd'hui vous présenter ça et vous présenter un autre point de vue qui est le mien, pour que les pensées elles évoluent un petit peu, en tout cas je l'espère. Alors les psychologues dans tout ça, faut savoir que les psychologues et les psychanalystes, ils ont tendance, ils disent, pas tendance, ils disent que leur rôle ce n'est pas de faire des généralisations et de pas donner leur avis sur des enjeux sociétaux. D'ailleurs, quand il y a eu le mariage pour tous, il y avait quelques psys qui avaient donné leur avis et d'autres qui avaient complètement réfuté ça en disant non, c'est pas à nous de dire si on est pour ou contre. Nous, notre but c'est juste d'accueillir et d'agir en fonction du droit et de ce qui se passe, et on s'en fiche un peu que les personnes homo puissent se marier ou pas, on est ravis pour elles et on fait avec. Sauf que, on doit pas faire de généralisation, et que quand on parle par exemple d'homosexualité, on dit oh là là, mon dieu, il y a quelques années on disait qu'ils étaient tous pervers, c'est pas bien ce qu'on faisait, faut qu'on arrête de donner notre avis, de faire des généralités comme ça. Et ces généralités, on le fait avec les personnes trans aujourd'hui, les psychologues et les psychanalystes dont je ne fais pas partie, je vous rassure. En fait, les psychologues, ils peuvent dire que les personnes trans, ils sont tous psychotiques. Donc à l'époque on disait que les homosexuels ils étaient pervers, là on dit que les transsexuels sont psychotiques, très bien. Et pour venir argumenter sur ça et dire que oui, ils sont psychotiques, en général ils s'appuient sur un écrit de Lacan, une courte phrase, parce que en fait Lacan il a pas tant parlé de personnes trans que ça, ou alors je suis pas au courant, j'ai quand même lu pas mal de Lacan, mais en tout cas Lacan, il a écrit dans un de ses séminaires qui s'appelle Ou pire, il a écrit, je cite, « C'est en tant que signifiant que le transsexuel n'en veut plus, et non pas en tant qu'organe. Il n'a qu'un tort, c'est de vouloir forcer par la chirurgie le discours sexuel qui, en tant qu'impossible, est le passage au réel. » Alors si vous avez compris quelque chose, bravo, parce que c'est Lacan et c'est pas forcément super facile à comprendre Lacan. En gros, ce qu'il dit, c'est que les gens névrosés normaux, ils ont l'imaginaire, le symbolique et le réel qui sont noués par des symptômes classiques, genre l'obsessionnel, il va bien aimer faire son ménage et que tout soit bien rangé, l'hystérique, elle va bien aimer se mettre en avant et parler d'elle et faire un peu son théâtre. Tout ça c'est de la normalité. Et chez les personnes trans, selon Lacan et d'autres auteurs qui ont parlé depuis cette phrase-là, c'est que le signifiant, le réel et l'imaginaire, donc je vous mets le neuroméen là, pour que vous compreniez, il est noué à travers ce signifiant qui est transsexuel. Alors déjà, il nomme pas correctement, puisque maintenant on parle de transidentité. Et du coup ça va pas, et donc ça les rend psychotiques. Enfin je vous fais le truc à la cour parce qu'on n'a pas parlé de Lacan pendant 107 ans. Mais il y a d'autres auteurs qui ont pu reprendre ça et dire qu'ils étaient d'accord. Je pense notamment à Catherine Millot qui, elle, a quand même pas mal parlé des personnes trans. Il y a aussi Colette Chilan, alors qui, elle, n'est pas de ce que je crois, ce que je sais d'elle, elle est d'orientation psychanalytique, mais je pense pas qu'elle soit lacanienne, parce qu'elle parle pas de cette phrase de Lacan dans ses écrits, mais elle dit quand même que la chirurgie est une réponse folle à une demande folle. Donc voilà, pour elle c'est de la folie que d'accepter que les personnes soient opérées. Donc au final, les psychologues ils portent un regard qui est pas super sympathique envers les personnes trans.
Alors je vous avoue que tout ça, moi, ça m'a bien questionnée, surtout que j'apprends ça, j'étais encore étudiante à l'époque, et j'essaye un peu naïvement d'échanger avec les personnes qui parlent de tout ça, qui disent que le corps des transsexuels ne doit pas être opéré, qu'ils sont tous fous, que de toute façon c'est de la psychose, et puis si bien même c'est pas de la psychose, c'est pas normal, et que c'est quelque chose qui devrait pas exister, que c'est contre nature. Enfin voilà, il y a des propos quand même assez lourds et aberrants de la part de psychologues, je trouve. Et donc j'interroge, je dis mais pourquoi vous dites que pour les homosexuels on doit pas dire qu'ils sont tous pervers et qu'on doit pas faire de généralité, mais là vous êtes en train d'en faire une avec les personnes trans, vous êtes en train de dire qu'ils sont tous psychotiques, je comprends pas. En fait, là vous êtes en train de faire une généralisation et vous venez de dire que c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Et là la défense des psychologues que j'ai rencontrés, c'est ah oui, mais tu vois, c'est quand même, là on parle du corps, d'une opération, il y a quand même quelque chose de pas normal, il y a quand même cette idée que la demande elle est pas logique puisqu'on demande à modifier le corps et que ça fait peur. Donc en fait là la psychanalyse du coup elle se permet de faire des généralisations. Et en fait, je me suis aperçue que malheureusement, ceux qui font des généralisations comme ça, ils n'ont jamais rencontré de personnes trans. Alors, je trouve que c'est quand même le comble de pouvoir dire juste en disant oui, il y a un nouage borroméen qui se fait pas bien, qu'en fait ils sont tous psychotiques. Ouais, mais est-ce que vous avez rencontré des personnes trans ? Bah non. En fait, comment on peut dire quelque chose de quelqu'un qu'on n'a pas rencontré ? C'était une grande question que je me suis posée à l'époque. Et du coup, il y a une espèce de discours normatif autour de ces questions-là qui me questionne. Est-ce que c'est parce que les personnes trans, elles sont vraiment dans un discours très normatif, ou est-ce que c'est dû un petit peu à ce regard médical, sociétal et juridique aussi ? Du coup, il y a des prérogatives sociales et sociétales qui sont hyper importantes, et je pense qu'il faut en être conscient quand on accueille ces personnes-là. En fait, ce qu'ils renvoient, c'est qu'est-ce que doit être un homme ou qu'est-ce que doit être une femme dans la société. Et en fait, limite, les femmes que je rencontre, elles sont plus féminines, plus femmes qu'une femme cis, parce que c'est comme si il fallait être à tout prix prouver qu'on est une femme. Et pareil, les hommes que je rencontre, ils sont plus masculins et hommes et virils que les hommes lambda, parce que il faut correspondre à ces petites cases et à ces normes sociétales qu'on leur impose malheureusement. Donc du coup, je trouve que c'est questionnant dans le sens où est-ce que si le discours des juristes, des médecins et du coup sociétal il changeait, est-ce que leur discours à eux changerait ? En fait, on est tous aux prises de stéréotypes sociaux et on est tous, on correspond à la répartition la plus traditionnelle possible des rôles masculins et féminins, et les personnes trans elles rentrent vraiment dans ça. Vous voyez, au final, le discours des personnes, elle se plie un petit peu beaucoup à ce qu'on attend d'eux. Alors je pense que si on a une écoute hyper ouverte et qui n'a pas d'incidence sur justement ces aspects-là de si vous répondez en tant que bon patient, je vous donne accès à la chirurgie ou je vous donne accès au changement de genre, les personnes elles se sentent plus libres. C'est ce que j'essaye de faire. Moi je leur dis mais peu importe ce que vous allez me dire, je vais accepter, je vais vous faire un courrier, je vous ferai autant de courriers que vous avez besoin. Moi je m'en fiche, il n'y a pas d'enjeu entre guillemets pour moi. Et si les personnes elles en arrivent à demander une réassignation, c'est pas pour faire joli ou pour venir embêter les professionnels, non, c'est quelque chose qui a été réfléchi en amont
les personnes, elles savent toutes que ça va être douloureux, que ça va être un combat, vraiment, parce que voilà, il y a quand même beaucoup de transphobie, que ça va être compliqué, même les hormones, c'est fatigant, de prendre rendez-vous avec, je sais pas, X médecins avant de trouver le bon. Donc on l'a vu, il y a vraiment un rôle de la part des médecins, des psychologues, des endocrinologues, des juristes sur ces questions-là, et je pense vraiment qu'il faut une ouverture d'esprit. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura fait réfléchir, vous permettra aussi de mieux comprendre comment ça se passe un parcours. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. Je vous dis à mercredi prochain, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à me poser des questions. Merci, au revoir.